Donc, étant donné que je veux parler absolument de Timothy Weah, on va commencer du coup par son père. J'imagine qu'il y a pas mal de gens qui le connaissent pas très bien parce que c'est quand même un mec qui date un petit peu. Donc, on va commencer par sa biographie très rapidement. En gros, donc il est libérien d'origine, mais il a fait sa formation, je crois, dans un club au Cameroun, je crois vers Yaoundé, il me semble, il faudrait que je vérifie. Il n'est pas resté très longtemps, je crois à peine un an. Il s'est fait repérer tout de suite par les scouts français, dont Monaco. Et donc Monaco décide de le signer en 1988. Tout de suite, on se rend compte du talent. Il fait 3 belles saisons. Je crois qu'ils font même une finale de C2 à l'époque. Voilà, je me demande même s'ils prennent pas une Coupe de France, s'ils font pas une finale, mais c'est très respectable hein, déjà pour son âge. Ce qui fait que les projecteurs sont un petit peu plus sur lui. Paris le repère et décide de le recruter, donc en 1991. Et donc là, il se passe 4 années assez merveilleuses pour lui et pour Paris aussi, parce que du coup la chimie se passe bien. Il score, il marque vraiment beaucoup. En plus des buts incroyables, hein, on s'en rappelle encore. Par exemple, son but contre le Bayern, que j'ai vu tellement de fois en vidéo, en Ligue des Champions, etc. Voilà, c'est des choses qui effectivement ont marqué. Et puis en fait, il vient de plus en plus fort, quoi. Et ça se voit. Donc en plus de ça, il y a des titres, hein. Pour tous ceux qui disaient d'ailleurs qu'avant le Qatar, Paris ne gagnait pas de titres. Je crois que sur cette période-là, sur 3 ans, il doit gagner 2 fois le championnat de France avec Paris. Donc je crois que c'est 94, 91 ou 92, je crois. Et derrière, les Coupes de France, les Coupes de la Ligue. Vraiment, il est partout. Meilleur buteur de C1. Du coup, il finit meilleur buteur de Ligue des Champions. Comme je le disais aussi, on remporte une Coupe de France, je crois, cette année-là. Je crois même une Coupe de la Ligue. Donc je crois même qu'on fait le doublé de coupe. Il est même déjà en lice pour le Ballon d'Or et tout le monde commence à en parler déjà depuis la fin de saison avec la Ligue des Champions. Et donc là, Milan toque à la porte parce que Milan, en fait, c'était donc à l'époque le grand Milan de, je crois, Capello. Ils font une saison blanche, ce qui leur arrive très rarement parce qu'en fait, ils se font battre en finale de Ligue des Champions par l'Ajax Amsterdam. D'ailleurs, en pointe de l'Ajax Amsterdam, c'était Patrick Kluivert, qui était le plus jeune buteur de la C1 à l'époque. Donc voilà, donc Milan perd en finale contre l'Ajax et perd aussi le championnat. Donc c'était assez rare à l'époque. Donc les Milanais, les tifosi, les supporters donc milanais sont pas très contents. Et pour calmer un peu justement cette frustration, le club se décide d'acheter un gros joueur et il décide d'acheter Georges Weah. Voilà, qui potentiellement, ils savent aussi qu'il va sûrement toucher le Ballon d'Or quelques semaines plus tard. Voilà. Donc c'est exactement ce qui se passe. Donc Weah accepte la proposition de Milan, ce qui est complètement normal, hein. Voilà, il passe un step, hein. Je pense que le salaire aussi a dû être augmenté, donc c'est normal. Et puis il le mérite, hein, il les a rendu de faire service, etc. Et il s'en va très proprement du coup à ce moment-là du club. Jusqu'ici, tout va bien. Donc on le voit donc ensuite à Milan quelques années. Ça se passe pas très très bien pour le coup. Alors déjà, j'ai oublié de le préciser, mais oui, dès septembre 95, donc 2 mois après qu'il soit arrivé, ou un mois et demi après qu'il soit arrivé à Milan, il attrape son ballon d'or. Donc c'est évidemment grâce à sa saison parisienne. Donc ça, il faut quand même le noter. C'est pas la première fois qu'un joueur qui joue à Paris, du coup, et c'était pas le Paris médiatisé d'aujourd'hui, réussit à avoir un ballon d'or grâce à sa saison parisienne. Voilà, ça c'est hyper important à savoir. Donc ça se passe pas très bien à Milan pendant ces saisons-là. Je crois qu'il dépasse jamais les 15 buts. Il est pas hyper impactant. Il doit gagner quand même une Coupe d'Italie, je pense un Scudetto, il me semble, peut-être deux, mais c'est pas le plus grand artisan. Mais de toute façon, il joue dans une équipe monstrueuse, hein. De mémoire, je crois qu'il avait des Shevchenko tout jeunes dans l'équipe. Bon, ouais, c'était une équipe de monstres, honnêtement. Donc, étant donné qu'il ne trouve pas non plus trop sa place dans cette équipe, après, je crois, 3 ans, Milan décide de le prêter. Déjà, il y avait une baisse de statistiques énorme et même physiquement, on trouvait qu'il avait plus cette. Il était assez virevoltant, assez tonique, très vif sur ses appuis. Il avait un peu perdu ça avec le temps. Donc, déjà à ce moment-là, Milan commence à sentir qu'il y a une baisse de régime. Il décide de le prêter à Chelsea, qui à l'époque, Chelsea, il faut le redire, hein, mais c'est comme Manchester City, c'était des clubs paillassons, tout le monde se foutait d'eux. Ils n'étaient pas crédibles parce ils avaient jamais fait un titre. Je me demande même s'ils faisaient des finales même. Genre en Angleterre, c'était vraiment les pires clubs et assez détestés. Voilà. Bref, donc lui signe à Chelsea pour un prêt de quelques mois. Je crois que c'est une demi-saison d'ailleurs. Ça se passe pas très bien. Il doit faire 13 ou 15 titularisations. Il doit marquer 3 ou 4 buts. Je suis même pas sûr. Peut-être 4 ou 5, mais voilà. Donc très faible ratio. Il revient à Milan, mais Milan n'en veut toujours pas. Donc il le reprête la saison d'après à Manchester City, qui pareil hein, est un club de seconde zone à l'époque. Ils n'arrivent pas à s'imposer non plus. Ils ne font pas jouer. Je crois qu'il fait 12 matchs. Il doit marquer 6 buts, quelque chose comme ça. Donc c'est plus le même joueur. Il revient à Milan, évidemment. C'est la fin de son contrat. Donc Milan ne le prolonge pas. Il faut qu'il trouve une solution. Et c'est là, en fait, où j'interviens par rapport au thème de la journée. Il a franchement toutes les possibilités imaginables. Enfin, en tout cas, j'espère. Parce que c'est pas un mec fini complètement. À l'époque, il avait 34 ans, ce qui était quand même vieux pour l'époque, hein. Passé 32, déjà, on commençait à plus trop faire confiance aux joueurs. C'est plus comme aujourd'hui. Mais il aurait pu trouver un point de chute
n'importe lequel, puisque étant donné que, enfin, en tout cas, même des clubs entre guillemets moindres auraient pu s'intéresser à lui et payer ce salaire parce que c'était pas non plus exorbitant techniquement, même si c'était quand même un gros salaire et c'est pour ça aussi que Milan voulait pas le prolonger. Mais j'imagine qu'il aurait pu faire des efforts. Et devinez quoi? Donc il est libre, sans contrat, il se passe l'été, il ne signe avec aucun club et en octobre, donc début de saison, enfin saison déjà entamée dans tous les championnats, un club vient toquer à la porte, devinez lequel? Marseille, voilà. Comme d'habitude, les mecs ils sont là pour fouiller dans nos poubelles, c'est terrible. Donc, Georges Weah, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas quelle est la négociation, mais il y va. Voilà. Il négocie avec eux et apparemment il est content d'y aller. Et il signe là-bas, donc je vous laisse imaginer auprès des supporters parisiens la sensation de trahison que ça a été, étant donné qu'ils le portaient quand même beaucoup dans leur cœur quoi, à l'époque. Donc c'est un peu terrible. Je trouve que le timing il ressemble pas mal à celui de la signature de Rabiot l'été dernier à Marseille, où le mec il nous fait un scandale, un cinéma pendant je sais pas combien de temps, en trouvant pas de club soi-disant, alors qu'apparemment on apprend après que Manchester avait fait une offre, l'Atlético aussi, mais que c'était pas à la hauteur de ce qu'il attendait. Et finalement, il accepte 2 mois plus tard, donc une fois que la saison est terminée et commencée limite, par surprise, en 2 jours, il décide de signer à Marseille pour un salaire moindre que ce qui a été proposé dans d'autres clubs. Donc ça, pour moi, c'est l'incongruité. J'ai jamais compris le truc. Genre, donc clairement, c'est parce qu'il a un problème avec le club. Là, je parle de Rabiot. Il a voulu se venger, j'en sais rien, il y a des histoires avec Nasser. On parlera plus tard, mais moi, ces histoires de loft et tout, là, ça me saoule. Oui, enfin, mec, on t'a mis au loft pendant quoi? 3 mois? Allez, 3 fois 30 jours, t'es payé combien? 4,5 millions par mois? Tu t'entraînes, t'as les installations, t'as les trucs, t'es blanchi, nourri, logé. Enfin, je veux dire, mec, il y a des mecs qui se prennent des mises à pied sans sommation, il y a des mecs qui perdent leur travail du jour au lendemain, des liquidations judiciaires, des trucs, des machins. Enfin, je pense que t'es pas mal loti non plus. Enfin, ça mérite pas non plus une vengeance. La preuve, hein, tous les mecs qui sont passés au loft à Paris, il y en a eu beaucoup, et ça se passe encore dans tous les clubs. Là, actuellement, à Lille, il y a un loft. À Lens, je pense qu'il y a un loft. Enfin, dans tous les clubs, en fait, à partir du moment où tu as des joueurs dont il faut malheureusement se débarrasser pour des raisons contractuelles. C'est comme ça, c'est le jeu. C'est le foot moderne. Il y a 20 ans, ça se passait pas comme ça, mais aujourd'hui, tu n'as plus trop le choix. Et monsieur n'accepte pas et du coup veut se venger. Non seulement il se venge, mais en plus de ça, il fait des déclarations. Et, enfin bref, il ramène maintenant ses amis au club. Non mais la totale quoi. Donc bref, donc je trouve que étonnamment, le timing de la signature de Georges Weah à Marseille, elle ressemble énormément à celle de Rabiot. En tout cas, le move, il est incompréhensible. Voilà, donc il perd toute sa popularité, vous imaginez bien, auprès des Parisiens. Et le plus drôle, c'est que sa saison à Marseille, en fait, elle est dégueulasse. Je crois qu'il fait même pas 20 matchs pareil, il doit marquer 5 buts. À la fin de la saison, je crois qu'en plus, il est payé 4 000, enfin, je vais pas dire de bêtises. Bon, il avait conservé son salaire milanais, quoi, ce qui était énorme à l'époque, surtout pour un club comme Marseille. Donc déjà, Marseille, il faut se dire, hein, les contrats, là, 0 €, on prend le mec libre, mais on lui file un salaire de 450 ou 550, 600 000 euros. C'est ridicule. Enfin, vaut mieux payer un mec 15 millions et lui filer un salaire de 200 et le garder 4 ou 5 ans, quoi. Voilà. Enfin bref, mais moi j'ai jamais compris leur façon de fonctionner. De toute façon, c'est un aéroport ambulant ce club. Mais bref, donc Georges Weah se rate et ne reste pas parce que Marseille du coup décide aussi de s'en séparer et il signe, je crois, libre en plus parce que du coup il avait signé qu'1 an et il signe à Al Jazeera aux Émirats Arabes, quoi, pour retrouver un peu du niveau, enfin du jeu, quoi. Voilà, il était sensation, mais bon bref, ça c'est autre chose, je critique absolument pas. Maintenant, moi je voudrais aborder donc le point qui est tout de suite relié à ça, c'est évidemment la signature de son fils il y a 3 jours à Marseille. L'image en soi, elle me dérange pas, parce que franchement, on s'en fout de Timothy Weah, on l'a tous dit, on l'a vu jouer, enfin voilà, même si ça devient un bon joueur cette saison, il faut savoir quand même qu'à la Juve, la dernière saison, il n'était pas content, il était frustré, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a demandé à partir, parce qu'en fait, il jouait pas à son poste, il veut absolument jouer ailier, et la Juve s'est évertuée à le faire jouer latéral, donc toute la saison, et malgré ses revendications. Donc c'est déjà, alors soit il y a un problème avec son niveau, et que la Juve, elle n'a pas confiance en lui sur un poste plus offensif, ce qui est possible. Soit juste il y avait trop de concurrence, c'est possible aussi. Le problème, c'est que donc là je me dis bon bah il va signer dans un club où il y aura moins de concurrence, surtout à ces postes-là. Mais le mec il signe à Marseille, donc moi c'est ça qui m'a le plus choqué quoi. Et moi quand je regarde l'effectif de Marseille, s'il y a bien un poste qui est genre surchargé là, c'est les postes offensifs et surtout sur les ailes en fait. Ils sont déjà tellement de monde, ils ont même des joueurs qui sont plutôt milieux, qui peuvent aussi dépanner sur les ailes et qui je pense eux seraient bien contents d'avoir du temps de jeu. Donc je comprends pas trop son move en fait. Le mec il part de la Juve en se plaignant en disant moi j'ai pas de temps de jeu. Voilà. En plus là je viens de voir que hier Marseille apparemment ils sont en train de finaliser Zegrova. Donc en fait ça va faire un ailier de plus. Le mec soit il va faire la banquette toute la saison là, soit il va jouer arrière quoi. Il a pas compris.
Donc voilà, donc moi c'est ça qui m'énerve en fait. C'est si jamais il a fait tout ce cirque là de venir à Marseille pour créer une espèce de petite polémique, en plus il le sait très bien qu'auprès des Parisiens ça va pas passer, ça crée une espèce de sentiment de détestation, un antagonisme qu'il n'y a pas à la base quoi. Et donc en fait vous mettez de l'huile sur le feu sur quelque chose qui à la base pourrait être tranquille. Et après vous vous étonnez que ça parte dans tous les sens. Mais moi je suis persuadé que là, si Rabiot l'année dernière il signe pas à Marseille, les rapports entre les Parisiens et les Marseillais ne sont pas aussi détestables. Voilà. Et moi, c'est ça que je voulais souligner aussi. Je pense que les joueurs, ils s'en rendent pas assez compte. Mais parfois, ils ont un impact direct aussi dans les rivalités. J'ai fait le tour, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui m'étonne beaucoup. Et puis là, quand je vois Wea, alors en plus, le truc incroyable, c'est qu'Wea, il y a carrément son père qui l'a accueilli à Marseille avec les supporters. Non, mais là, c'est. Vas-y, mec, c'est quoi? T'as une voiture aux couleurs de l'OM aussi? Ton oreiller, il est aux couleurs de Marseille, alors que t'as passé 4 ans chez nous et que t'as passé même pas 6 mois chez eux, que ça a été un échec? Non mais franchement, il y a des trucs, moi je comprendrai jamais quoi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et pensez toujours à vous abonner.